Voilà. Donc là, c'est les flux économiques. Voilà, donc là, l'entreprise. Donc j'espère que ceux qui sont au cloud là sont en ligne. Donc l'entreprise qui est là, il est traversé par des flux, ce qu'on appelle des flux économiques. N'est-ce pas? Et vous avez ce que l'on appelle des flux. Vous avez ce que l'on appelle les flux bleus, qui sont des flux entrants. Et vous avez les flux rouges qu'on appelle des flux sortants. C'est comme la classe. Avant, il y avait l'effectif qui est là. Moi, je suis venu, j'ai été un flux entrant. Il y a quelqu'un qui est sorti, c'est un flux sortant. Et chaque fois, la vie, c'est comme ça. Dans la vie, vous avez un stock initial, vous avez des entrées, et vous avez des sorts. Et ça vous permet de dégager le stock final. C'est comme dans le ménage. Vous êtes 2 au départ. Stock initial égal 2 ou 3 ou... Non, c'est 2 d'abord. Parce que c'est très rare de marier 2 ou 3 femmes en même temps. Ouais, c'est très rare. Ah, voilà. Tu vois, déjà, elles mettent le truc là, les griffes d'or là. Maintenant, les entrées, c'est qui? C'est les enfants et les 2 ou 3 autres femmes. Et c'est ainsi fait, hein? On n'y peut rien, c'est une loi établie par le Seigneur. Ensuite, il y a les sorties. Les sorties, c'est les... Voilà. Les enfants, c'est des entrées pour naissance. Et les femmes, c'est des divisions de mari. Malheureusement, les décès, c'est les sorties. Et vous avez le stock final. Et ça, c'est valable pour une période. Du 1er janvier N de l'année au 31 décembre N. Et là, vous avez les flux entrants et les flux sortants. Est-ce que c'est clair? Question? Maintenant, si on a des entrées de division, des entrées relatives à des divisions de mari, il ne faut pas jeter de l'huile chaude, il ne faut pas mordre, il ne faut pas taper le pilon. Il y en a qui tapent au pilon. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas prendre les enfants et mettre des produits détergents jusqu'à ce que cécité s'en suive. Ah oui, vous êtes méchants, hein? Certains là, les qui là. Moi je parle des 2e, 3e ou 4e. Vous êtes méchantes. Heureusement que le micro n'a pas été utilisé pour cette déclaration. Oui? Une femme? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Donc vous voyez, même dans la vie d'une personne, il y a des flux qui entrent. Et maintenant, les flux, ils sont analysés de 2 manières. C'est des flux
financiers ou bien c'est des flux réels ou physiques. Ici, on est en face de quel flux? Dans la vie, là. C'est des flux physiques. Parce qu'on considère les personnes comme des biens. Nous sommes des biens. Hein? Nous sommes des biens de Dieu. Voilà. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est lui qui nous donne l'argent. Donc c'est pourquoi il faut bien prier pour que votre entreprise là porte ses fruits. C'est Dieu qui donne. Hein? Qui aurait dit que Sadio Mané un jour ferait partie des 5 joueurs qui ont plus de valeur actuellement dans le monde? L'enfant de Bambali là qui utilisait des poftons là pour faire du tel. C'est grave, hein? Donc c'est Dieu, hein? C'est pas notre mérite. Hein? C'est-à-dire nous on concourt à. C'est-à-dire on se donne les moyens sur le plan connaissance, sur le plan technique, opérationnel, pour que Dieu ait pitié de nous et nous donner l'argent. Est-ce vrai? Mais nous, on ne détient pas des hommes. Est-ce vrai? Donc, dans la vie, c'est pareil. Dieu nous a fait à son image. C'est-à-dire, lui, il a des biens, il a un patrimoine. L'entreprise aussi a des biens et des créances. Ça, c'est des biens, des liquidités, c'est des biens. L'entreprise aussi, quand on dit patrimoine, il ne faut pas penser côté plus positif. Le patrimoine, il est positif et il est négatif. Parce que quand vous avez des dettes, ça fait partie de votre patrimoine, mais c'est des éléments soustractifs d'actifs. Est-ce vrai? C'est pourquoi quand vous décédez, comme on est dans les décès là, mais on évalue votre patrimoine. L'actif, j'ai oublié le nom là, l'héritage. Voilà, il y a un nom technique là. L'actif, ça va me revenir. Mais cet actif-là, c'est un actif net. C'est les biens moins les dettes. Et il y a certains, dans leur actif successoral, voilà, l'actif successoral, dans cet actif successoral-là, ils versent leur entreprise. Si les héritiers décident de ne pas poursuivre l'exploitation, et à ce moment-là, ça fait partie du partage. Parce que le bien, il doit faire l'objet de partage. Pourquoi? Parce qu'il y a extinction d'une propriété et transfert de propriété. Dès qu'il y a changement de statut, c'est ce que je vous disais, ensuite il y a des actes modificatifs, on se marie, ainsi de suite. Dès qu'il y a changement de statut, là, il faut faire un changement de propriété. Le bien n'appartient plus à celui-là, mais il appartient aux héritiers. C'est bon? Donc, les flux. Mounir, le bien là, il marche plus. Ah ouais? Les flèches droite et gauche là. Ou bien il faut mettre... voilà. Regardez si le bouton à gauche est on. Bouton à gauche. Sur le latéral. Oui, c'est on. Attends, j'éteins. En matière informatique, dès qu'il y a un bug, il y a un film là, il faut redémarrer. Il y a le film là avec l'acteur là qui faisait les trucs là, wrestling, les trucs là, catch. J'ai oublié son nom là. Hein? Le Rock, voilà. Il y a un film là où ils étaient dans un truc à Dubaï là, ou bien dans les pays arabes là. Mais pour redémarrer le système, il a fallu relancer la machine. Pourquoi? Parce que la machine exécute des instructions. Arrivé à une instruction qui pose problème, ça, la machine n'est pas intelligente. C'est les informations qui sont dedans qui sont intelligentes. C'est pourquoi il faut avoir le contrôle de la machine et non laisser la machine nous contrôler.
Ouais. Donc, il faut relancer. Bon, on a essayé. C'est bon. Et ça passe. Vous voyez, hein? C'est bon, ça passe. Et vous voyez, il y a les flux financiers. Par exemple, quand vous allez à la boutique, vous avez tout pris ou bien on attend un peu? C'est bon? Oui. Quand vous allez à la boutique, donc vous avez le boutiquier qui est là. Et vous avez je l'appelle comment? Le client ou bien le consommateur? Le client ou le consommateur. Si moi je suis client, le boutiquier il est quoi? Il est le fournisseur. Voilà, fournisseur. Donc vous voyez que la comptabilité c'est de la logique. D'abord il faut comprendre le droit, il faut comprendre le français, bien comprendre. Parce que tout le monde comprend ici le français, mais il faut bien comprendre. Parce que quand on veut dire loyer reçu, ou bien intérêt versé, ou bien intérêt payé, il faut savoir que intérêt versé, c'est encaissé, et intérêt payé, c'est décaissé. C'est tout. Et ensuite, il faut être logique, c'est-à-dire il faut comprendre la logique financière. Donc, il est là. Le consommateur, il va à la boutique. Avec quoi? Avec sa trésorerie. Soit il le met dans la poche ou bien il le tient. Mais je vous déconseille de le tenir ces temps-ci parce qu'on va vous agresser. Donc, lui, qu'est-ce qu'il sort? Il sort de l'argent. Et qu'est-ce qui rentre? Ça, c'est son moins à lui. Mais son moins à lui constitue un plus chez le fournisseur. Donc, c'est des comptabilités réciproques. Et en contrepartie, qu'est-ce qui rentre? C'est le bien. Donc, c'est un plus chez lui, mais c'est un moins. Donc, la comptabilité se tient à partie double. C'est moins et plus. Et quand vous faites l'équilibre, soit c'est équilibré, si vous ramenez de l'autre sens, ça change de signe et ça fait 0. C'est pourquoi on appelle la comptabilité un jeu à somme nulle. C'est pourquoi en fin d'année, on a l'équilibre au niveau du bilan, l'équilibre au niveau de la balance, l'équilibre au niveau du compte de résultat. N'est-ce pas? Maintenant, ce bien-là, c'est ça qu'on appelle flux, il est là, flux réel. Et l'argent, c'est le flux financier. C'est aussi simple que ça. Donc ici, c'est un flux réel quoi? Ça, on est au niveau de la comptabilité de l'entreprise. C'est un flux réel entrant ou sortant? Oui, pour le client, moi je dis. Moi, je suis au niveau du client. Voilà. Entrant pour le client et sortant pour le... C'est ça? Fournisseur, je mets F/S. Hein? C'est ça, l'abréviation, quoi. N'est-ce pas? Et l'argent, c'est un flux sortant. Il ne peut pas entrer deux fois. Sortant pour le... Voilà. Et entrant pour le... Voilà. On verra après que tous les flux sortants, on les crédite. Et tous les flux entrants, on les débite. Donc ici, il va débiter le bien et créditer la caisse. Ici, il va, comment dirais-je, hein? Débiter débiter la caisse. Hein? Attendez. Le boutiquier.
lui, c'est financier. Donc, il va débiter la caisse. Il va mettre ici caisse et créditer la vente. N'est-ce pas? Lui, il va créditer la caisse parce que ça sort et débiter l'achat. Il a acheté. Donc, le client achète et le boutiquier vend. N'est-ce pas? C'est bon? Là, ce sera une entrée en stock. Entrée stock. Et là, par un compte variation stock. Et là, ce sera une sortie de stock par le débit du compte variation stock. C'est ça la traduction des faits juridiques en langage algébrique. C'est pourquoi ils disent que la comptabilité, c'est l'algèbre le langage juridique, du droit. Le soubassement du SUSCOA, c'est l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable dans l'espace UEMOA. Chez nous, en comptabilité publique, le soubassement de la comptabilité publique, c'est la loi organique qu'on a votée il y a 3 semaines ou 2 semaines. C'est la loi organique relative aux lois de finances. Parce que chez nous, quand on vote le budget, on l'appelle loi de finances initiale. Ensuite, on modifie le budget. Par exemple, on dit on va payer aux fonctionnaires 1000 de salaire. Donc, on va inscrire en prévision budgétaire de début d'année, loi de finances initiale, 1000, qu'on vote à l'Assemblée nationale, notre conseil d'administration. Ensuite, on dit on va recruter, on va renvoyer, ou bien d'autres vont partir à la retraite, ainsi de suite. Il y aura donc une modification budgétaire en valeur relative de, par exemple, 25. Donc, on aura 1025 à payer. Donc, on va faire une loi de finances rectificative de 25. Ça fait 1000 plus 25. Au finish, on a des prévisions définitives de 1000 modifiées par 25. Maintenant, est-ce que ces 1025, on va les réaliser? Ça, c'est la sortie effective, parce que le budget n'est qu'un instrument de prévision, un document de prévision. Mais la réalité, c'est l'encaissement effectif, ou bien en matière de recettes, ou bien le décaissement effectif en matière de dépenses. C'est là où on va dire, en fin d'année, on va faire la situation d'exécution du budget. Prévision initiale 1000, modification à la hausse 25, prévision définitive 1025. Je réalise les 1000, je fais réalisation, décaissement effectif 1000. Reste à réaliser 1025 moins 1000. Et ça va encore à l'Assemblée pour être approuvé, comme les états financiers sont approuvés par le conseil d'administration. Ça, on l'appelle loi de finances, loi de règlement. Donc il faut attendre l'actualité là, vous allez voir, loi de règlement. Le régime de Abdoulaye Wade, avant de partir, tout ce qu'ils avaient fait comme gestion, ils se sont débrouillés pour qu'avant la nouvelle équipe, qu'ils valident tout par l'Assemblée. Ce qui fait que quand la nouvelle équipe vient, elle ne répond que de ses propres opérations. Et ne pas, parce que dès que c'est voté, on ne va pas aller derrière pour réouvrir les livres, faire des manipulations. Non, 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 non. Et le commissaire aux comptes de l'État, c'est la Cour des comptes. Le rapport du commissaire aux comptes, ils appellent ça rapport d'exécution des lois de finances et déclaration générale de conformité. Le conseil d'administration, lui, il dit opinion. La déclaration générale de conformité, c'est l'équivalent de l'opinion du commissaire aux comptes sur les états financiers.
financier. Donc, il n'y a que des similitudes. N'est-ce pas? Oui. Monsieur, j'ai vu quelque part concernant concernant la certification des états financiers des différentes sociétés au niveau de l'UEMOA. Oui. Oui, j'ai vu qu'au niveau de la Direction générale des impôts, ça fait à peu près, je ne sais pas, 6 mois comme ça. J'ai vu qu'ils ont dit qu'avant que les sociétés déclarent, déposent ces états financiers, ces états doivent être visés par un expert comptable agréé au niveau de l'espace IMOA. Effectivement. Maintenant, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur ça. Voilà, en fait. parce que depuis la création on le verra dans le cours hein, quand on va attaquer. Depuis l'harmonisation des comptabilités en 2001, l'expert comptable du Sénégal, il peut faire valoir ses compétences dans tout l'espace UEMOA. Et maintenant, la tenue de la comptabilité étant obligatoire, mais on ne dépose pas, excusez-moi l'expression, n'importe quoi aux impôts. Il faut un œil d'expert, c'est-à-dire quelqu'un qui est externe à l'entreprise pour certifier que les comptes sont réguliers et sincères et surtout donne une image fidèle de la situation patrimoniale, bilan et d'exploitation compte de résultats. Maintenant, c'est sur cette base qu'on va dire que c'est limpide, c'est propre et vous déposez aux impôts. Oui. Au plus tard, le 30 avril de l'année qui suit l'exercice. Oui, avant on le faisait. Oui. Mais cette fois-ci, ils ont imposé les sociétés d'avoir le visa, en fait. Le visa électronique. Oui, d'un expert comptable. Voilà. C'est ça que je... Et puis, il y a des sociétés qui ont dit que ça, c'est en leur défaveur, puisqu'il y a des honoraires à payer encore. Ah, bien sûr. Oui. Là aussi, il faut rendre attractif la profession d'expertise comptable, parce que vous, les entreprises là, vous n'aimez pas sortir l'argent. Hein? Donc, on ne peut pas, c'est imbriqué quoi, c'est-à-dire si on veut que l'économie tourne, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. On ne va pas faire de la révision des comptes, parce que ça s'appelle la révision des comptes, et au finish, on vous donne 15 000 francs ou 25 000 francs. Il y a un barème parce que c'est des professions libérales. Toutes les professions libérales ont un ordre. C'est l'ordre des experts, l'ordre des médecins, l'ordre des notaires. Donc, ils ont un ordre et ils ont un barème. Quand vous allez faire la mutation de votre bien, c'est-à-dire de votre bien immobilier, si vous achetez un terrain ou bien un bâtiment qui porte le nom d'une autre personne, vous allez faire la mutation à votre propre nom. Mais ça, vous allez payer les honoraires du notaire. Oui, mais ça veut dire, c'est comme si c'est une nouvelle loi qui est imposée aux sociétés. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est-à-dire ça existait, mais personne ne respectait. Parce que l'ordre des experts ils ont même un site, ça aussi, il faut y aller parce que vous êtes entrepreneur. C'est loneka.sn, oneka avec 2 C. Ils ont un site. Hein? Dans le site-là, ils ont mis en ligne le barème des honoraires, mais les entreprises ne respectent pas. Les entreprises, maintenant, ils ont noué un partenariat avec les impôts pour rendre obligatoire le passage à leur niveau, qui est obligatoire aussi. Et même, ils ont dématérialisé parce que c'est de la signature électronique, le dépôt. C'est-à-dire, il y a un dépôt physique, mais parallèlement, il y a un dépôt électronique certifié par un certificat électronique. Donc ça aussi, c'est des formalités. Hein. Vous croyez que vous allez créer une entreprise, bouffer l'argent et rester comme ça là, on ne va pas. Nous, on va prendre notre part. Hein. Parce que moi, le salaire que je perçois là, mais c'est vos revenus qui vont me le donner. Mais les routes que vous utilisez là, le programme de formation du PSEJ, on est en train d'utiliser l'électricité, le courant, l'eau. Parce que vous allez à la toilette, vous utilisez l'eau. Hein? On va me payer. Ça, vous croyez qu'on ne va pas récupérer ça? C'est donner ici et reprendre de l'autre mer. Oui? Je disais qu'il arrive des fois que l'État participe à la faillite de certaines entreprises, de certains de ses fournisseurs. C'est une déclaration. Non, il faut couper ça. Oui.
Pas l'État sénégalais, quand même. Ce sont tous les États. Donc, certains de ces fournisseurs. Je veux dire que c'est même l'abus de la PPP. J'aimerais savoir si l'État a des créanciers. Bon, quand vous utilisez des termes techniques, les autres ne vont pas comprendre. Quand vous dites PPP, c'est quoi? Prérogative de puissance publique. Oui. On dirait que l'État abuse de cela. Donc, est-ce que l'État a des créanciers privilégiés? Les créanciers les plus privilégiés, c'est les salaires ou bien les recettes fiscales. Je parle des entreprises privées. Pour les entreprises privées, c'est les salaires. Donc les salaires, je pense que c'est le privilège de premier rang. Ensuite, il y a même des situations où les recettes fiscales occupent le premier rang. Le premier rang. Parce que l'État, lui, peu importe vos motifs de faillite, ou bien peu importe vos motifs de perte, l'essentiel c'est qu'il faut payer. L'État est froid, l'État n'a pas de cœur, l'État n'a pas de tête. L'État c'est un système, ce n'est pas une personne, alors que l'entreprise c'est une personne dédiée, alors que l'État c'est un système. Donc un système, il ne doit pas dire oui, il doit être froid pour tout le monde. C'est la règle. Maintenant, quand vous dites l'État met en faillite certaines entreprises, c'est là où un problème. Parce que l'État ne vous a pas obligé à créer votre entreprise. Vous êtes levé un beau jour, vous avez une idée de génie et vous avez décidé de créer votre entreprise. L'État vous attend. Maintenant, si vous jouez le jeu, vous ne cachez rien, vous payez normalement, mais vous ne serez jamais en faillite. Mais si vous cachez des choses, l'État vous attend aussi. Et le jour où vous avez des problèmes, l'État va sévir. L'État va vous exiger des explications et vous frapper par rapport à ça. Et il y a des entreprises, vous le dites, c'est vrai, l'État peut concourir à la faillite. Par exemple, les fournisseurs de l'État qui restent longtemps sans être payés, là on le reconnaît. C'est pourquoi vous, en tant que fournisseur, quand vous facturez à l'État, là où le consommateur, lui, il paye 100, mais vous facturez à 1000. Parce qu'en termes de gestion prévisionnelle de trésorerie, il faut vous dire que vous allez débourser de l'argent et attendre longtemps pour rentrer dans vos fonds, sans vous le calculer. Maintenant, sachant ce paramètre-là, je vais revenir, sachant ce paramètre-là, maintenant il faut faire une bonne gestion prévisionnelle de trésorerie. Et il faut avoir les reins solides. C'est là où vous allez voir en analyse financière, il faut avoir un fonds de roulement qui vous permet de rester longtemps sans que l'État vous paye. Mais l'État, c'est le client le plus liquide et le plus solvable. Mais elle a des priorités. Il a des priorités. J'ai jamais vu un fournisseur qui a les documents sur le plan réglementaire nickel et qui n'a pas été payé par l'État. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, dans certains pays développés, eux, ils disent qu'il y a un délai, parce qu'on l'appelle délai de paiement. Quand le dossier de paiement arrive à maturation, validé et tout, il faut rester au maximum dans certains pays comme le Maroc, ainsi de suite. Il faut rester, il y a certains, 30 jours. Ici au Sénégal, c'est 90 jours, ça existe. 90 jours, il faut payer. Et vous voyez. Maintenant, des pays comme le Maroc, au-delà du délai de paiement, mais l'État paye des pénalités. Ici, dans la réglementation des marchés publics, si vous ne livrez pas à temps, ou bien si vous ne faites pas la prestation à temps, mais vous allez payer des pénalités de retard. L'État qui paye va vous précompter, c'est ça qu'on appelle précompte, il va défalquer le montant de ces pénalités et vous payez le net. Voilà. Bon, il y avait quelque chose, après on va venir. Ou bien, c'est bon? Oui? Question, micro? C'est pour les autres, quoi. Donc vous voyez, la caméra vous suit. Hein? Vous dites dans les autres pays. Dans les autres pays, oui. Dans les pays développés, il va y avoir des pénalités pour l'État. Oui, et parce que l'État est client. Et au Sénégal? Bon, pour le moment. si, il y en a. Il y en a. Donc, il y en a, et je pense que c'est les bailleurs de fonds, comme le FMI. Ça va, c'est-à-dire notre degré de crédibilité
ça va diminuer notre degré de crédibilité. Et ils ont mis des ratios de suivi des dettes de l'État. Et ça importe surtout pour les entreprises étrangères. Mais pour les entreprises Non, sénégalaises- tout. Non, je veux dire... Il y a les dettes intérieures et les dettes extérieures. Je veux dire, pour une entreprise étrangère, ils peuvent voir les notations de l'État et si elle n'est pas bonne, peut-être que ça peut les dissuader de travailler avec l'État. Mais si c'est un privé sénégalais, il va travailler avec l'État, peu importe. Donc, Ouais, mais au moins, les bailleurs de fonds, ils vous ont mis un outil pour réclamer vos droits. donc si l'État, un retard de paiement de l'État vous occasionne des dommages, est-ce que vous avez Vous pouvez un moyen intenter un procès. contre l'État? Waouh. Et l'État a une entité là, logée au niveau du ministère des Finances pour les contentieux financiers. Ça s'appelle agent judiciaire de l'État. Et souvent, l'État a été condamné à payer des dommages et pénalités aux structures, hein, aux entreprises. Ils ont un compte de dépôt au trésor et ils émettent un chèque dès que c'est signé par le gestionnaire du compte, mais on vous paye. Hein. L'État paye. Hein. Il ne faut pas voir l'État, il faut voir l'État comme un partenaire. Et puis un partenaire privilégié. Maintenant, ce que vous faites, c'est noble. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de manière autonome de créer de la richesse. Mais l'État vous dit, toute richesse créée dans mon territoire, avec mes moyens, parce que vous allez utiliser mes routes, vous allez utiliser mon air, n'est-ce pas? Vous allez utiliser les cours d'eau là, ça s'appelle les trucs superficiels là. Hein? Vous allez utiliser les mines, vous allez utiliser mes fonctionnaires. Mais ça, il faut participer à l'effort national. Mais les impôts que vous payez là, mais c'est pour financer le budget de l'État. Hein? C'est pour payer les salaires, on le verra. C'est pour faire de l'investissement public. L'argent du terre là, la contrepartie État, mais ça provient des impôts. Au niveau du budget de l'État, en matière de recettes, il y a les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les emprunts et dons. Quand vous avez vos recettes fiscales et vos recettes non fiscales ne parviennent pas à couvrir toutes vos prévisions budgétaires, mais là, vous pouvez équilibrer par un emprunt. Vous, quand vous lancez votre entreprise, alors que vous avez un besoin de financement de 100, vous avez des ressources propres de 2, il vous reste un gap de 98. Vous tapez chez les voisins, les amis, les collègues, ainsi de suite, ils vous donnent 3. Vous avez un apport de combien? 5. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous donner les 95. C'est qui? C'est la banque. Par quel moyen? Par ce que l'on appelle l'emprunt. Mais la banque va mettre un coût au loyer de l'argent qu'il va vous donner. C'est ça qu'on appelle intérêt. Bon, les voilés vont dire que c'est licite, c'est pas licite. Mais même si vous regardez la finance islamique, on emprunte en 100, mais on paye à 120. Ça, ils le disent commission. Il n'y a que le nom qui change. Ou bien partage de bénéfices. Ils vont dire que, bon, j'ai besoin d'une télé. La finance islamique, le banquier va vous dire, la télé qui coûte 100 000, moi vous empruntez, je vous loue l'argent au taux de 5%. Donc vous allez payer 105 000 au finish. La finance islamique va vous dire que j'achète le télé à 100 et je vous revends ça à 110. Maintenant, sur les 110, je vous donne les 5 000, je vous épargne les 5 000 et les 5 000, c'est ma commission. C'est ça la finance. Ben, je parle sous le contrôle des voilés. Hein. Ou bien Moussour n'est pas égal à voilé. Ah, j'en vois. Hein. Donc c'est ça, hein, parce que toute activité, achat et revente en l'état, on ne peut pas acheter à 100 et revendre à 100. On ne peut pas se déclarer commerçant, acheter à 100 et revendre à 100, ce n'est pas possible. Donc vous n'allez pas faire du business. Donc vous allez mettre une marge commerciale. Maintenant, là où c'est illicite, à mon avis, bon, ça n'engage que moi, c'est quand on met une marge exorbitante. C'est ça qu'on appelle l'usure. Vous achetez à 100
vous vendez à 200 ou bien à 150. Ce n'est pas normal. Mais si vous achetez à 100, vous vendez à 105, pourquoi? Parce que vous allez utiliser le courant au niveau de la boutique. N'est-ce pas? Si vous ne vendez pas directement, vous allez utiliser un salarié. Donc, la couverture de ces charges-là vous impose à vendre à 105. N'est-ce pas? Parce que vous avez les charges directes, 100. Vous avez 2 ou 3 de charges indirectes. Maintenant, vous vendez à 105, vous avez une marge commerciale nette de 2. Donc, c'est normal. Mais si vous avez une marge commerciale qui est même supérieure au coût d'achat, ça, même dans l'entendement, ce n'est pas possible. C'est ça qu'on appelle le riba. À mon avis, hein? Bon, je parle sous le contrôle de certaines et de certains. Une question en ligne. Oui. Il y a Mamor Ndao qui vous suit depuis Wakam. Oui, Mamor. Il dit, est-ce qu'il est obligatoire pour un entrepreneur débutant de tenir une comptabilité? C'est obligatoire. La tenue de la comptabilité dans l'espace un mois, dès l'instant où on a l'acte de naissance, qui est le, comment ça s'appelle là, le registre de commerce et le NINEA, elle est obligatoire. Maintenant, si on crée l'entreprise et qu'on n'a pas d'activité, il faut aller aux impôts pour leur dire que j'ai pas encore d'activité. C'est ça qu'on appelle déclaration de suspension. Et dès que vous avez des activités, c'est une déclaration de reprise d'activité. Suspension d'activité, reprise d'activité. Parce que sinon, le fisc, lui, il ne calcule pas que c'est créé. Dès que c'est créé, le fisc considère que vous avez démarré. Et ils vont vous imposer en fonction de l'acte de naissance. Il y a certains là, des filous, entre guillemets, avec U ou E, hein, qui créent des entreprises juste pour avoir les papiers pour aller à l'extérieur. Là, le jour où ils reviennent, ou bien si on le regarde dans le système, on va les pénaliser. Ah oui, on les réclame des droits. Donc, d'accord, vous voulez tenter votre chance ailleurs. Mais dès que vous êtes là-bas, envoyez les papiers pour déclarer votre suspension ou bien votre cessation. Une autre question en ligne. Oui. Il y a M. Ambroise Tine qui est depuis Maroc qui demande... Maroc. Oui, il est depuis Maroc. Salam. Donc là, il demande est-ce qu'une entreprise informatique paie moins de taxes de TVA? Bon, ça c'est relatif. C'est relatif parce que toutes les entreprises payent des taxes. Que ce soit des entreprises prestataires de services ou bien des entreprises de livraison de biens. Parce que dans la loi fiscale, ils disent livraison de biens ou prestation de services ou importation. Donc, on paye les mêmes taxes. La TVA, on le verra, il y a un taux réduit de 10% pour les sociétés, les entreprises hôtelières ou bien les restaurants, et un taux normal de 18%. Ça veut dire que sur toutes les prestations informatiques, il faut collecter 18%. Et maintenant, la loi vous donne la possibilité, sur les achats concernant cette prestation, de déduire ce que vous avez collecté et de reverser que le reliquat. Voilà. Si c'est une entreprise ou assujettie à l'impôt sur les sociétés, en fin d'année, même si c'est une entreprise informatique, elle doit payer l'impôt sur les sociétés. Si c'est une entreprise individuelle, soumise au régime du forfait, qu'on appelle contribution globale unique, là, l'entreprise doit payer cette CGU-là. Et pour contracter avec l'État, il y a un document fiscal, c'est-à-dire une autorisation fiscale, pour dire que vous êtes en règle avec le fisc, qu'on appelle quitus fiscal. Là, si vous ne l'avez pas, vraiment, l'État ne va pas vous payer. Donc, il faut payer ses impôts pour avoir ses chances de contracter avec l'État qui paye bien, même si elle paye avec retard. L'État paye bien. Les entreprises, hein, pas les salariés. Oui. Oui. Vous riez là, mais c'est la vérité. L'État paye bien. Là où vous facturez clé USB, 500 francs, 1000 francs, mais vous pouvez facturer 5000. Pourquoi? Parce que, non, en respectant les règles de concurrence. Parce que l'État vous dit, je veux acheter 3 bics.
Et voilà les spécifications. Ça doit être bleu, rouge et noir. Et l'État va consulter tous les entrepreneurs qui sont là. Mais le moins 10 ans, si le moins 10 ans, il facture à 5 000, mais il gagne le marché. Même si dans le marché, le BIC coûte 500 francs ou bien même 200 francs. Ce n'est pas son problème parce que les documents justificatifs de la dépense, parmi les documents justificatifs, il y a là la concurrence, c'est-à-dire le PV d'attribution du marché avec les prix, est signé par tous les membres de la commission des marchés. Donc, pour notre ami du Maroc, bon, il n'est pas sûr que si vous avez une entreprise informatique, que vous payez moins d'impôts. Mais pour optimiser le paiement des impôts, pour optimiser votre fiscalité, il faut recourir à un expert fiscal ou bien un conseil fiscal. Il va vous dire si vous payez normalement ou bien si vous payez anormalement. Et si vous payez normalement, comment faire pour réduire, mais en restant dans la légalité. C'est bon? Autre question? Là. Oui. Et pour payer les chefs d'entreprise, pour payer leurs taxes, leurs impôts du moins, Oui. ils font recours au personnel. Par exemple, dans les instituts privés, Oui. quand on paye, par exemple, quand ils vous doivent une somme de mensuel, ils tirent quelque chose en disant 5%. ça c'est pour les impôts. C'est 5%. Oui, 5%. C'est ça s'appelle retenue d'impôt sur le revenu pour somme versée à des tiers. Oui. Parce que l'État vous dit, les personnes physiques que nous sommes sont assujetties à une déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, qui est un impôt direct. L'impôt direct, c'est moi, personne physique, moi assujetti, je paye directement. Est-ce vrai? En fin d'année, tous mes revenus, et il y en a 6 catégories de revenus qu'on verra après, je ne veux pas rentrer dans les détails, tous mes revenus, je dois les déclarer. Ce que j'ai au niveau de l'exploitation agricole, c'est ça qu'on appelle le revenu agricole. Ce que j'ai comme foncier, c'est ça qu'on appelle le revenu foncier. Ce que j'ai, je suis lutteur, j'ai des revenus, les cachets qu'on me paye là, c'est des revenus, c'est des bénéfices non commerciaux. Les professions libérales, par exemple, experts comptables, avocats, ainsi de suite, ils font des transactions quasi commerciales ou industrielles. C'est ça qu'on appelle bénéfices industriels et commerciaux. Ensuite, vous pouvez être salarié et ensuite faire du kharmat ailleurs, comme tiers. Ça, c'est des revenus salariaux. Ou bien vous avez des placements dans les banques ou bien dans les sociétés, c'est des revenus de participation, de dépôt ou consignation. Donc tous ces revenus-là, vous allez calculer le revenu global annuel et vous allez appliquer le barème fiscal, qu'on appelle le barème des impôts sur le revenu. C'est le barème de la loi du 31 décembre 2012. Maintenant, vous êtes un tiers et vous faites des prestations. La loi impose à cette structure-là qui vous a engagé en tant que prestataire une retenue de 5% sur vos revenus. Mais ça, c'est comme si vous versez un acompte sur votre déclaration annuelle. Et quand vous allez calculer votre revenu global, supposons vous trouvez 1000, vous faites la somme des acomptes, des retenues de 5%, et c'est à ce moment-là que vous allez payer le reliquat. C'est valable aussi pour les retenues sur salaire. Ça aussi, c'est des acomptes, mais pour la personne physique, sur sa déclaration annuelle de revenus. Malheureusement, au Sénégal, on ne fait pas de déclaration. C'est pourquoi l'État, pour se procurer ces ressources-là, il impose les retenues mensuelles. C'est bon? C'est bon, oui. C'est clair? Et c'est clair parce que il faut payer le premier mois, j'ai failli dire c'est pas possible. Les Anglais disent hit the roof. Vous crevez le plafond. Mais c'est normal. C'est normal. Et en plus, en tant que prestataire, je ne sais pas si vous voulez, vous devez facturer la TVA. Parce que donc le prestataire qui va faire des cours, il est assujetti à 2 taxes. Il y a une taxe indirecte, parce que c'est sur des prestations.
Et il y a à titre individuel des acomptes sur son impôt sur le revenu. Maintenant, si c'est des enseignements, ça c'est exonéré. C'est pourquoi, quand c'est de l'enseignement, vous ne devez pas payer la TVA. Mais si c'est des activités autres que enseignement ou défiscalisées, exonérées, là vous devez payer la TVA. Nous, quand on était dans les régions, il y avait ce que l'on appelle les assistants communautaires. En ce temps-là, il y avait ce que l'on appelle les communautés rurales. Ils assistaient le conseil rural ou bien le président du conseil rural dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous voyez? Donc c'était des prestataires en matière administrative. Mais ils percevaient 65 000 francs net, mais on leur coupait l'impôt sur le revenu et on leur coupait la TVA. Ah wow. Question en ligne. Il y a notre ami là d'abord, ensuite nos amis de la ligne là, ou bien du cloud. C'est une expérience que j'ai dû... Hein? C'est une expérience que j'ai dû vivre dans une entreprise de la place. Bon, Oui. Le boss, il avait gagné un marché. Oui. Et il avait... Un marché public. Un marché public. Ok. Et il avait anticipé les livraisons. Oui. Sans pour autant qu'il y ait une traçabilité. Notification, c'est ça qu'on appelle ordre de service de démarrage. Oui. Voilà. Donc, il a dû... C'était plus de 100 millions. Oui. Donc, depuis 2 ans, pour ce que vous disiez tout à l'heure, que l'État paye bien, il a du mal à recevoir son argent parce qu'il n'avait pas de notification. C'est ça. Donc, pour le cas, donc qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Ben, c'est de régulariser sur le plan juridique. Parce que l'État ne paye pas si les documents juridiques ne sont pas établis. Donc, dans les faits, réellement, il a gagné le marché, mais juridiquement, il n'a aucune preuve. Est-ce que et l'État paye sur certification de service fait, sur la base des pièces juridiques. Donc là, il faudrait qu'il va voir l'autorité contractante, celui qui lui a attribué le marché, et régulariser sur le papier. Bon, malheureusement, c'était le ministre, bon, je ne vais pas citer, il a été relevé de ses fonctions. Donc, mais non, c'est-à-dire en administration, c'est comme les hommes passent, mais les institutions demeurent. Donc, il n'a pas contracté avec la personne physique qui est le ministre. Il a contracté avec l'institution. Maintenant, sur la base des documents dont il dispose, il n'a qu'à faire des correspondances. Si c'est compliqué, il saisit l'agence judiciaire de l'État. Via le ministre, il saisit le ministre des Finances, quoi, puisque c'est lui qui paye. Et qu'il a un service juridique qui gère les contentieux. Si rien ne donne, il prend un avocat pour se faire... Mais ça aussi, il faut l'éviter. Même si on vous attribue le marché, le document de référence, c'est l'ordre de service de démarrage qui vous dit, vous avez gagné le marché, vous avez signé le contrat, parce qu'avant de démarrer, il faut signer le contrat. Et la signature du contrat, jusqu'à présent, ne donne pas une valeur juridique au contrat. Qu'est-ce qui va donner la valeur juridique au contrat? C'est l'enregistrement aux impôts et domaines, où vous payez les droits d'enregistrement de 1% sur le montant hors taxe du marché, plus les droits de timbre sur chaque feuille, pour 3 exemplaires. Non, vous payez une fois les droits d'enregistrement, mais les droits de timbre, c'est sur chaque feuille originale pour 3 exemplaires. Maintenant, les malins là, ils font recto verso. C'est par feuille. Wow. N'est-ce pas? Maintenant, c'est 2000 francs par page. C'est bon, l'essentiel que ce soit lisible. Wow. C'est juste pour authentifier l'acte. C'est pour rendre l'acte juridiquement authentique et techniquement réalisable. C'est tout. Et c'est des droits de mutation et de timbre. Non, d'enregistrement et de timbre. Il y a des droits de mutation et de timbre et des droits d'enregistrement et de timbre. Oui. Donc là, c'est ça que je lui conseille. Hein. Eh bien, il adresse une correspondance. Moi, quand j'étais en 2008, on avait un cas pareil. C'est-à-dire, mais lui, il avait déjà livré. Il avait déjà livré et c'était constaté par des trucs. Il avait déjà reçu des acomptes. Mais quand il est venu me voir, mais à titre personnel, parce que c'était un parent,
Mais on a saisi le président de la République avec ampliation au ministre des Finances. Le dossier a été imputé à l'agent judiciaire de l'État qui l'a convoqué. Il a amené tout ce qu'il avait comme pièce probante et finalement on l'a payé. Donc l'État paye toujours. L'État, c'est l'entité la plus juste, la plus gentille que moi j'ai eu à connaître. L'entité morale, hein? On peut prendre les Hein? questions en ligne. Mais écrire une lettre à l'État, ça, on n'a pas besoin d'être parent pour le faire. Vous, quand vous êtes lésé, vous faites quoi pour réclamer vos droits? Par exemple, votre voisin vient et jette des ordures devant chez vous. Vous lui dites et il vous met un crochet. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous allez porter plainte. Mais contre l'État. Mais on amène l'État en procédé. Les entreprises liquidées, dont les travailleurs n'ont pas reçu leurs droits. On l'a dit récemment à l'Assemblée, au vote de la loi organique relative aux lois de finances. SIAS. Le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il a dit? C'est notre patron. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais on a payé tous les droits. Tous les droits ont été payés. Sinon, parce qu'ils avaient pris un avocat. Mais il y a certains malins là qui veulent se faire entendre, ils utilisent les médias pour créer de l'argent. Parfois, vous pouvez déposer un courrier je sais pas, à une institution de l'État ou quelque chose comme ça. Oui. Et ça prend des mois, ou on vous dit que c'est dans le circuit. D'abord, quand vous déposez un courrier, il faut toujours réclamer une décharge. Oui, oui. Parce qu'on a des services courriers. Ils ne font que ça, décharger et donner un numéro. Si vous restez longtemps sans être entendu ou bien être répondu, mais vous faites une relance. Maintenant, si vous êtes fatigué, vous prenez le fond du dossier et vous prenez un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens. Et si vous n'en avez pas vous allez voir un avocat et vous le payez au résultat. C'est tout. Ou bien vous portez votre propre avocat, vous regardez les trucs là, il faut juste prendre les documents, vous allez voir notre ami la juriste, mais vous allez le voir et il vous montre un dossier. Tous les maîtrisards en droit sont des potentiels avocats. Ce qui leur manque juste, c'est l'agrément. Et ça, il faut passer le concours du barreau. Si vous-même, votre entreprise a un contentieux, vous pouvez vous constituer votre propre avocat et défendre votre dossier devant le tribunal. Ça ne pose aucun problème. Et si vous n'avez pas d'avocat, je pense qu'il y a l'État là qui se constitue, comment on dit là, partie civile. Voilà. Oui, le procureur, il vous met un avocat à votre disposition. Mais l'État est là pour tout le monde. Il ne faut pas regarder l'État comme un empêcheur de tourner en rond. L'État est là pour vous accompagner. La preuve, si tel n'était pas le cas, on n'allait pas venir ici, me faire arrêter mes activités et vous donner un cours. Il n'y a même pas d'eau. Bon, l'eau est en haut, hein. J'ai pris l'eau en haut. De votre part, il n'y a même pas d'eau de votre part. Je l'ai vu sortir un bidon là, alors qu'il me laisse parler. C'est pour vous dire que l'État se soucie beaucoup de votre réussite. Hein? L'université là, normalement, ce que vous a donné comme science là, toutes les sciences ésotériques dont vous avez fait état ce matin là. Hein? Mais ça, si vous allez en Europe, mais vous allez payer cash. Allez au Canada, vous payez 10 millions par an. 10 millions. L'État vous donne ça gratuitement. Combien on s'inscrit ça? 50 000 francs. Autant c'était 5 000 francs. 25 000. Autant c'était 5 000 francs. Oui. Donc c'est ça, hein? L'État n'est pas méchant. Hein? L'État n'est méchant que quand on ne respecte pas les règles. Les violeurs là, on va les taper fort. Waouh. Vous voyez certains là, mes amis là qui font les rues là, mes amis IE, qui font les rues là, mais elles font des activités, trucs, mais autorisées par l'État. Il faut juste avoir l'agrément. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Il y a deux types de jeux. Les casinos là. Hein, et les jeux loterie. La loterie nationale. La vente d'alcool.
Le Sénégal a considéré l'alcool comme quelque chose de prohibé. Mais il autorise la vente moyennant une taxe. Il n'y a que la drogue là ou bien le yamba là. Oui, ça vous vendez, on vous pince. Mais il y a certains, c'est toléré. C'est toléré la lutte. La lutte, c'est pas une bonne chose. On prend quelqu'un, ou bien on prend une corne là, quand même. Mais n'empêche, ça génère des revenus, mais ils payent le BNC, hein, bénéfices nets non commerciaux. Il fut des temps là, on les a rappelés, alors ils voulaient faire le truc là. Mais ils auraient dû continuer. L'État va les taper fort. Parce que l'État est là pour tout le monde. L'État va collecter les ressources de ceux qui sont riches et redistribuer aux pauvres. Donc les étudiants, c'est des pauvres, on leur donne des bourses. Hein? L'impôt. C'est-à-dire, juste impôt. Bien sûr. Et les exonérations fiscales. Oui, oui. Regardez le code. Le code, c'est 600 pages. Rien que pour vous. Et pour nous, hein, personnes physiques. On peut passer aux questions. Oui, question en ligne. On a une série de avant questions. qu'il ne s'impatiente là. Pour dire qu'on fait de l'injustice là. D'accord, on commence par Yassine Diatta qui est depuis Ziguinchor. Oui. Donc, bon, entre guillemets, il faut poser les questions parce que là, on peut aller très vite. Mais s'il n'y a pas l'interaction, ce n'est pas la peine. Oui. D'accord, Yassine Diatta depuis Ziguinchor, il dit est-ce qu'on est obligé de faire la déclaration de suspension de toutes les années? De toutes les? De toutes les années. Non, il faut juste faire une déclaration de suspension. Ouais. Dès qu'on est sûr qu'on ne fait rien. Et dès que ça reprend, on fait une déclaration de reprise. Maintenant, demain, si on vous envoie un rôle d'impôt, c'est ça qu'on appelle nous rôle d'impôt, là, vous sortez la déclaration déchargée par les impôts, et là, on va arrêter les poursuites en matière fiscale. D'accord. Donc, il y a Dame Diop depuis Saint-Louis. Oui, Saint-Louis, ça va? Donc, il dit quelle est la différence entre l'emprunt individuel et celui obligataire? Ça, c'est compliqué. L'emprunt individuel, c'est-à-dire c'est un emprunt qu'on peut pas, dont le remboursement, on ne peut pas le partager. C'est-à-dire il y a des entreprises où chacun apporte, mais ils sont tous solidairement et individuellement responsables. Par exemple, quand on prend les entreprises à responsabilité limitée, il y a une dette, on doit la payer obligatoirement. Là, on va dire, tel, il a 30%, il paye à hauteur de 30%, ainsi de suite. On met dans le panier, on rembourse. C'est ça, l'emprunt divis, qu'on peut diviser. Mais l'emprunt indivis, c'est une seule personne qui paye. Maintenant, l'emprunt obligataire, c'est relatif aux bons et obligations. Et d'habitude, c'est le Trésor qui les émet. Je vous avais dit tout à l'heure que quand les ressources prévisionnelles de l'État ne permettent pas de couvrir toutes les dépenses de l'État, on peut recourir à l'emprunt pour combler ce gap. Si c'est un emprunt interne, c'est-à-dire on n'a pas les bailleurs là, le eurobond là qui a fait l'actualité l'année dernière là où on a levé 1000 milliards, ça c'est l'emprunt externe. Si c'est l'emprunt interne, on peut émettre des titres à long terme. C'est des titres qui représentent de la propriété, c'est-à-dire vous avez donné votre argent, en contrepartie on vous donne un document où il y a la signature du Trésor pour vous dire que vous me devez. Quand c'est du long terme, on l'appelle obligation du Trésor. C'est ça qu'on appelle emprunt obligataire. Quand c'est du court terme, on l'appelle bon du Trésor. Est-ce que vous voyez? Il y a même des bons du Trésor à court terme et des bons de... Souvent vous le voyez dans la presse là, ils disent émission d'emprunt obligataire ou bien émission de bons du Trésor. Là, c'est pour emprunter. Et en contrepartie, vous donnez votre argent, mais vous avez besoin d'un document qui vous dit que ça, l'État vous le doit. Dans les banques, il y a ce qu'on appelle les bons de caisse. Donc c'est ça qu'on appelle emprunt obligataire. Et maintenant, en matière d'emprunt public, il n'y a pas de fiscalité de 1. Parce que l'État ne peut pas imposer une fiscalité sur ses propres produits, de 1. Et ensuite, les intérêts sont précomptés d'avance.
Supposons l'État emprunte 1000, mais vos 1000 que vous donnez là, vous défalquez les 100 d'intérêt et vous reversez les 900 à l'État. Et à l'échéance, on vous paye 1000. C'est ça qu'on appelle emprunt obligataire. Donc tous les États le font, hein. Même les États-Unis, ils émettent des emprunts obligataires. Hein. Tous les États ont besoin d'argent. Les plus riches, c'est eux qui sont les plus endettés. Est-ce que vous voyez? Parce que l'emprunt, c'est une ressource. On le verra avec le bilan. L'emprunt est un compartiment du passif. On emprunte, on a de l'argent frais pour pouvoir investir. C'est bon? L'autre question en ligne? Mounir. Donc, on enchaîne avec M. Ndiaye, qui est à Kédougou. Ah, le Ndiaye là, j'espère qu'il a mangé. Oui. Et puis à Donc Kédougou. là, il dit comment sont calculés les frais d'enregistrement de contrats qui ont accusé du retard à partir de sa date de signature. Les frais d'enregistrement du contrat, oui, à partir de sa date de signature. Oui. La loi fiscale dit 1 mois après la signature du contrat. Dans le droit commun, 1 mois après, il faut sacrifier aux formalités d'enregistrement. Au-delà du mois, vous faites une vente matérialisée par un contrat. 1 mois après la vente, il faut enregistrer le contrat. Au-delà de ça, vous payez les droits simples, c'est-à-dire ce que vous devez payer normalement dans le mois, et vous payez des pénalités. C'est à eux de le calculer. C'est pourquoi des fois, il y en a qui trafiquent les actes de vente là, surtout les ventes d'immeubles là. Parce qu'un mois, il faut payer. Autant, avant 2012, c'était 15%. Après, ils ont rectifié, ils ont mis 10% de droits de mutation sur les immeubles. Et maintenant, je pense que c'est 5%. Compte non tenu des frais de notaire. Parce que toutes les transactions immobilières doivent passer par le notaire. Si vous achetez un terrain, moi j'ai vu à côté de chez moi là, mais le DESCOS, c'est un service des impôts qui est appuyé par la gendarmerie. Ils sont armés jusqu'aux dents, mais ils viennent, ils cassent tout. Moi, ils ont cassé des maisons devant moi, sous mes yeux. Sous mes yeux, parce que vous n'êtes pas en règle. Il faut tout faire pour être en règle. Oui, oui. Une dernière question. C'est M. Lamine Ba depuis Richard Toll. Ah, Richard Toll, c'est bien. Oui. Donc il dit comment l'État procède sur les taxes avec les groupements d'intérêt économique. Ah, les GIE. Oui. Voilà, les GIE, c'est des formes de société mais allégées. Maintenant, eux, ils ont la possibilité d'opter, soit au régime du réel ou bien au régime du forfait. Mais si le GIE fait des transactions commerciales, là, elle est assujettie à l'impôt, à la TVA, aux impôts indirects. Mais en matière d'impôt sur le revenu, là, elles ont la possibilité d'opter. Maintenant, pourquoi GIE? Il y a un cours sur ça, parce que la création est facile, la gestion est facile. Si c'est des sociétés anonymes, c'est compliqué. Il faut des conseils extraordinaires, des conseils ordinaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que si GIE, c'est libre, quoi. Moi, je vous suggère, si vraiment vous n'avez pas une activité dont le financement est élevé, de créer au départ un GIE. Ensuite, dès que vous avez les reins solides, vous faites une mutation sous forme de société anonyme ou bien de société à responsabilité limitée. Si vous ne voulez pas être encombré d'un actionnaire, mais vous créez une société unipersonnelle, soit à responsabilité limitée ou bien une société unipersonnelle anonyme. Ça dépend. Parce que dès que vous avez un actionnaire, il a droit de vote. Il a le droit de dire son mot. Entre guillemets, si vous faites des conneries, il vous dit arrêtez. Alors que si vous avez votre entreprise individuelle, mais le balayeur qui truc, vous lui collez un motif et vous le renvoyez pour motif économique. C'est le problème. Donc c'est bon, hein? Oui, Richard Toll. Oui, c'est bon.